Merci. Pardon pour cette impression de patchwork de mon parcours. En fait, c'est des saisons différentes de recherche et d'enseignement dans des villes différentes, des programmes de recherche différents sur lesquels j'étais amené à publier. Alors oui, il y a un fil rouge, c'est cet impact entre des idéologies, des représentations et des phases de transformation urbaine. Là, j'essaye, dans ce que je vais vous présenter ce soir, d'en croiser deux, c'est-à-dire des études sur la France et des études sur l'Allemagne, et avec en filigrane la question de l'authenticité des reconstructions, et puis d'une lecture en termes de sciences sociales des processus de reconstruction qu'on a souvent tendance à lire en termes esthétiques, en termes d'histoire de l'architecture, en termes de carrière d'architectes marquants. Et ce que j'ai eu l'impression qui valait la peine d'être mis en relief dans les études que j'ai pu faire, c'est l'importance des processus décisionnels, l'importance des médiations, des négociations, des accommodements. Et c'est là peut-être aussi un fil rouge avec d'autres études que j'ai pu faire. Peut-être que c'était pas une reconstruction, mais que cette première grande étude que j'avais faite sur Rome à la fin du 19e était aussi une histoire d'impact fort entre une idée de la ville et le processus concret de sa transformation. Donc, l'horizon d'attente pour ce soir était complexe, puisqu'il s'agit de traiter l'Allemagne et la France après les deux premières guerres mondiales. Complexe à la fois par sa vastitude, et puis complexe aussi parce que ce n'est pas non plus l'Europe entière, alors qu'il se passe des choses très intéressantes en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas. Et j'ai plutôt voulu prendre un certain nombre de cas et réfléchir au travers de ces cas et aussi de la manière avec laquelle ils ont été étudiés, c'est-à-dire ne pas utiliser les cas uniquement comme des réservoirs d'informations, de noms d'architectes, de choix esthétiques, mais aussi les utiliser comme des miroirs de démarches d'études. Donc j'ai voulu, au travers de ces cas, présenter une sorte d'échantillon totalement incomplet qui correspond à des moments de ma propre culture, de mon propre parcours, des choses que des collègues que j'ai lus ont étudiées, que j'ai tenu à citer. Et il y a dans cette présentation deux dimensions. Et c'est un petit peu l'ambiguïté de ce format entre le cours et la conférence. Il y a une dimension synthétique, c'est-à-dire interpréter de seconde main des études réalisées par des collègues, et j'espère que je ferai justice à la finesse de leur analyse dans la synthèse forcément rapide que j'en fais. Et puis une dimension de première main qui est relative aux villes que j'ai eu la chance de pouvoir étudier moi-même. Berlin, une ville dans laquelle je vis depuis bientôt 15 ans et dans laquelle je tâche toujours d'avoir des chantiers de recherche ouverts, et Dresde, une ville dans laquelle j'ai travaillé pendant 4 ans et qui a été le support de ce qui a été à l'époque ma thèse d'habilitation à diriger des recherches, et pour laquelle donc j'avais développé une recherche d'archives plus conséquente, et aussi pour laquelle j'ai développé une grande affection et dont je suis le devenir depuis. Je voudrais partir de considérations, de méthodes dans l'analyse des thématiques de la reconstruction. Alors, en commençant à lire toute cette littérature accumulée, j'ai fait de nombreux dimanches matins sur les marchés aux puces de Dresde et de Berlin, accumulant des brochures du moment de la reconstruction, et j'ai collectionné aussi de nombreuses brochures du même acabit au sujet de la France. Il y avait un point commun
chez tous ces architectes, urbanistes, administrateurs, conseillers municipaux, ministres ou employés ministériels, c'était la référence à Carthage. Dans l'Europe de 1918-1920, dans l'Europe de 1944-1950, un point commun lorsqu'on ouvre ces brochures, c'est Carthage. Et donc je me suis dit, tiens, mais... Alors, bien sûr, ça tient à un autre point commun, qui est la formation du lycée classique, qui était chère à ces lettrés, qui étaient aussi les ingénieurs, les architectes et les hommes politiques. Mais je me suis dit, tiens, pour commencer cette présentation, prenons le paradigme Carthage au sérieux et allons voir ce qu'en disent les archéologues. Car en effet, je suis aussi passé par l'école française de Rome et j'ai aussi été l'élève archéologue d'Yvon Tébert et je me disais, il y a peut-être quelque chose là. Et ce qui me frappe à la lecture de toutes ces thèses d'archéologie, c'est que le paradigme Carthage a été largement relativisé. Et donc il y a une invitation à se départir d'une image de la destruction, de la remise à zéro, de la page blanche, de la superposition des civilisations, de l'imposition d'une image en bloc d'une nouvelle ville qui correspond en bloc à la définition d'un nouveau pouvoir et à des nouveaux rapports de force. Ce que montrent les architectes qui travaillent pour des chantiers d'archéologie, c'est que les choses sont bien plus complexes, que certes à Carthage, des bâtiments ont été détruits, des symboles du pouvoir ont été renversés, mais la chute de Carthage ne leur paraît pas constituer un changement de phase en ce qui concerne les 80% du reste de la ville qui n'étaient pas affectés par cette charge symbolique. Et donc il y a une invitation chez les archéologues et qui est un écho à ces phrases en latin qui sont au frontispice de toutes ces brochures sur la reconstruction après les guerres en Europe, une invitation à se méfier des sédimentations d'interprétations qui font qu'on a une image trop figée de tout cela. Et puis là, j'ai mis aussi un peu en vrac dans cette introduction un certain nombre d'études sur des reconstructions qui me paraissent inspirantes et pour lesquelles je me dis, tiens, il y a peut-être des choses à apprendre pour l'interprétation des reconstructions en Europe. Il y a d'abord ce très beau titre de Liliane Dufour qui s'appelle « Des baraques au baroque », sur la reconstruction de la ville sicilienne de Noto après le tremblement de terre de la fin du XVIIe siècle. Là, elle a montré, au travers d'une étude à la fois proche des transformations matérielles et physiques de l'espace, mais aussi de tous les processus politiques qui les ont déterminés, elle a montré combien l'émergence d'une phase qui constitue dans l'histoire de l'art européenne une sorte de summum du baroque est bien plus complexe, là encore, que le simple déploiement d'un programme tout fait. C'est le résultat d'années de négociations avec les propriétaires, avec les pouvoirs ecclésiastiques, avec le pouvoir central. C'est des années de rivalité entre corps de métier. Et toutes ces choses qui sont dans cette étude m'ont paru inspirantes. Et là, je passe plus vite, de même que celles autour du tremblement de terre de Lisbonne, de la reconstruction. Au travers du tremblement de terre de Lisbonne, ce qu'ont montré aussi les historiens du moderne, au sens de l'époque moderne, c'est la négociation sur la destruction de la ruine. Et là encore, cette négociation est cruciale et on va voir que c'est aussi le cas pour l'Europe après les deux guerres mondiales. Que fait-on de la ruine? Quand la ruine est-elle restaurable? En quoi la ruine est-elle porteuse d'une authenticité? En quoi la dégager est un acte violent qui a une inertie énorme et en même temps est une clé d'entrée dans
pour rendre possible un programme nouveau, avec bien sûr derrière tout ça les enjeux de pouvoir, d'image et d'idéologie. Et on peut tirer ce fil au travers des études sur le tremblement de terre du Japon au début des années 20, avec là cette dimension aussi du retour d'expérience coloniale, c'est-à-dire que ce qu'ont montré les historiens sur le tremblement de terre du Kanto, c'était combien l'expérience violente d'occupation coloniale à Taïwan avait en quelque sorte préparé les urbanistes et architectes japonais à la table rase qui serait celle des années 20, avec naturellement toutes les ambiguïtés morales et politiques, idéologiques qu'il y a derrière. Et puis, je m'intéresse aussi à des lectures aussi bien sur la reconstruction contemporaine dans des villes italiennes touchées par malheureusement différents tremblements de terre récents, la reconstruction du centre-ville de Beyrouth qui a aussi donné lieu à de nombreuses analyses extrêmement intéressantes en termes de sciences humaines, en termes de sciences politiques. Et là, cette articulation entre sciences politiques et processus de reconstruction me paraît très intéressante. Et juste pour passer vite aussi, un livre récent qui m'a paru très inspirant pour toutes ces réflexions sur le passé, c'est une analyse en termes, là aussi, de sciences politiques, de réseau de la décision, de réseau professionnel, de la reconstruction du sud de Manhattan après 2001, Power at Ground Zero, ce livre de Lynn Sagalin, me paraît une sorte d'exemple très, très stimulant où on fait tourner cette relation complexe entre propriétaires, assureurs, État, municipalité, entreprises de transport, où l'image de la ville est en jeu, un architecte de renommée internationale, et ça incite à avoir une lecture bien plus complexe que ce qu'on en a parfois d'autres reconstructions, où il y a un lien mécanique entre la vision d'un architecte et puis l'image de ce qui est reconstruit. Donc l'invitation, c'est à complexifier le tableau. Et donc je vais tenter de faire ce type de lecture à partir de plusieurs moments. Et le premier de ces moments, c'est la reconstruction de quelques villes françaises sur lesquelles il m'a paru y avoir des études très importantes après la Première Guerre mondiale. Une des questions principales dans ce contexte, c'est celle du rapport avec la culture urbaine et architecturale des années précédant la Première Guerre mondiale. C'était en effet au niveau local, associatif et étatique français un moment de grande fermentation qui avait vu émerger de manière nouvelle et politiquement nouvelle aussi un certain nombre de thèmes, notamment le thème du logement social, le thème de la réforme urbaine, les premières municipalités progressistes, les premières évolutions de la législation en direction du financement du logement social, et puis des pas vers la naissance du métier d'urbaniste à la française, aussi bien dans sa définition professionnelle que dans sa définition en termes de formation. Et donc, la reconstruction après la Première Guerre mondiale est un moment très important où est à étudier cette reconfiguration. Et la première grande surprise, de même que, sans déflorer la suite de ce propos, de même que après la Seconde Guerre mondiale, la table rase n'est pas mise à disposition des architectes du mouvement moderne, eh bien, ce que montrent les études sur ces années 1916, 1920, 1925, c'est que paradoxalement, bien que les besoins soient plus grands, les financements disponibles soient bien plus importants, que l'horizon d'attente politique, social, médiatique soit bien plus grand,
il y a une grande difficulté pour cette génération des réformateurs sociaux de l'avant-guerre à faire passer leur thèse. Et on a souvent eu une lecture qui était aveuglée par ce qui était considéré comme une sorte de point culminant sous forme de la loi Cornudet de 1919. Or, ce que montrent les études centrées sur un certain nombre de villes, c'est que, certes, la loi Cornudet est un peu le succès de cette génération et aussi le texte qui ouvre à une définition plus ferme des métiers autour des transformations urbaines, qui ouvre aussi des perspectives d'emploi, de carrière, qui ouvre des perspectives de... Voilà, le plan est un plan déployé devant ces gens qui savent que de nombreuses municipalités en auront besoin. En même temps, c'est aussi une période de grande frustration pour toute cette génération. Et je trouve que, notamment cette publication dont j'ai mis la couverture, autour voilà, de Jean-Marcel Auburtin et Édouard Redon, montre une attente exprimée dès 1916 qui sera tarie, qui sera déçue dans les années, au tout début des années 1920. Ça commence en effet très fort pour la réflexion urbanistique sur la reconstruction et pour profiter de cette réflexion urbanistique pour faire passer un certain nombre de lois, un certain nombre d'avancées dans la conception même de l'urbanisme qui étaient bloquées avant-guerre. Et cette publication est une sorte de programme. Comment reconstruire nos cités détruites. L'implicite, c'est aussi comment débloquer la situation de l'urbanisme telle qu'on la connaissait entre 1912 et 1914. Il y a un effet tragique, malheureux, et qui n'est pas dit ainsi, mais d'opportunisme pour tenter de faire passer un message. Ce message est largement ou est mal entendu, et la plupart de ces personnages auront à le déplorer. Pourtant, je disais que ça partait de manière intense, avec aussi cette exposition aux Tuileries dès 1916, où là, on voit un lien. Et la thèse d'Elsa von Au, consacrée aux cités-jardins en France et en Allemagne, a bien montré l'importance de ce moment. On voyait bien le lien entre reconstruction et culture et réseau professionnel et réseau militant du musée social du tournant des 19e et 20e siècles. Et là, se mobilisent dans un contexte de guerre ces réseaux pour faire passer un message en termes d'urbanisme. Et le contraste est fort avec 1919, où la rhétorique du martyr, la rhétorique nationale de la victoire par le sacrifice a un peu effacé cet élan. Et si un certain nombre de villes détruites sont érigées au rang officiel de villes martyrs par la République et à ce titre défilent sur les Champs-Élysées le 14 juillet 1919, ce ne sont plus tout à fait les mêmes mots-clés qui sont employés, c'est plus tout à fait la même représentation de ce que sera la reconstruction. Donc je pense que ce contraste est important. C'est aussi un tournant qu'a montré Daniel Waldman dans ses études autour du principe de l'indemnisation. Ce principe de l'indemnisation est érigé en principe sacré, et ce sont les mots de cette époque, est érigé en principe sacré qui fait que l'indemnisation par l'État est un droit accordé aux sinistrés, et donc un droit d'argent public distribué accompagné de fortes valeurs patriotiques à des propriétaires dont les biens ont été détruits. Et naturellement, c'est inattaquable par les tenants de cette génération du musée social. Alors,
le risque dans une telle conférence, c'est de réifier un petit peu les générations, hein, la génération du Méger social, la génération du Bauhaus, etc. Naturellement, c'est plus compliqué, mais disons que pour cette génération, ils sont coincés, puisque la rhétorique du martyr et la République s'étant penchée sur ces villes, le débat est fermé, et d'autant plus fermé que d'un point de vue juridique, les mécanismes de l'indemnisation déterminent la forme et les modalités de la reconstruction. Et c'est ça, en termes de sciences sociales, qui est important aussi à montrer. Et donc, il n'est pas important seulement de s'intéresser à la forme, et à la forme en tant que reflet de l'esthétique de ceux qui la suscitent, mais aussi en tant que matérialisation d'un processus déterminé à la fois par ce tournant idéologique très fort et par ce tournant juridique très fort. Et j'avais proposé dans cette diapositive une citation d'une étude de Bertrand Vessière qui me paraissait synthétiser de manière intéressante ce moment. Et donc un difficile lien avec la reconstruction et l'élan urbanistique des années 1900. Et du coup, se pose la question du repli de cette génération, bien que victorieuse en quelque sorte au travers de la loi Cornudet, mais frustrée aussi par le contenu de cette loi et par les compromis qu'elle concrétise, un repli vers certains de leurs îlots municipaux et vers les sociétés de HBM auxquelles ils consacrent leur énergie. Et je pense que cette histoire de l'entre-deux-guerres que l'on scande généralement dans les grandes narrations d'histoire urbaine au travers de ces sociétés d'histoire urbaine, c'est aussi l'histoire d'un repli, d'une certaine défaite. C'est-à-dire que le grand plan a un petit peu échappé à la portée réformatrice sociale de cette génération. Et le grand plan, par les mécanismes, du moins pour les villes bombardées, mais ces villes bombardées sont assez représentatives finalement d'une évolution de l'idéologie de l'extension urbaine et de la planification urbaine. Le grand plan a été un peu laissé à d'autres logiques juridiques et d'autres interprétations. Un des exemples illustrant ce type de mécanisme, c'est la reconstruction de Reims, avec une sorte de processus décisionnel qui, à la fois, voit un retour du municipal, mais un retour du municipal bien loin de ces îlots de progressisme sur lesquels se fait souvent la narration de l'entre-deux-guerres pour ce qui est de l'histoire de l'urbanisme. Pourtant, il y a un lien. Ce lien, c'est le plan Ford du tournant 1919-1920. Alors là aussi, on a souvent vécu sur des clichés, puisque ce plan est présenté par un urbaniste. Je pense que c'est l'heure dans la chronologie de l'appeler ainsi, américain. Et donc, on le voyait généralement comme un extérieur arrivé dans les convois de l'armée américaine. En fait, c'est quelqu'un qui avait une culture aussi proche du musée social, quelqu'un qui était déjà en contact avec cette sphère transatlantique de la réforme urbaine et sociale, et qui donc propose, dans un moment où la municipalité qui était repliée et qui revient dans sa ville détruite, a besoin d'un support visuel, d'un support programmatique, et donc cette conjonction se fait assez bien. Avec, et ce plan est fameux pour cela, un programme de cité-jardin, de couronne de cité-jardin autour de Reims. Mais l'histoire, en fait, dans sa banalité et dans ses aspects concrets, est plus compliquée. C'est ce qu'ont montré les études d'Olivier Rigaud, et avec
en termes quantitatifs pour la reconstruction, la prédominance de la profession libérale au service des propriétaires aussi, et proche de la notabilité municipale. Et donc c'est une histoire bien plus réaliste qui est proposée là. Cette reconstruction, c'est une reconstruction par des architectes libéraux pour des propriétaires représentés au conseil municipal et à la chambre de commerce. Et la narration est peut-être moins glamour qu'une narration de la réforme sociale, du grand plan, de la loi Cornudet. Il y a une opportunité de la loi Cornudet, il y a ce plan Ford, mais la reconstruction au jour le jour est plus terre à terre. Ce qui reste intéressant naturellement à Reims, c'est ce lien avec les cités-jardins d'avant-guerre, c'est cette manière de renouer un petit peu à la fois avec une histoire européenne de l'acclimatation continentale de l'idée britannique de la cité-jardin, de son acclimatation aussi à la sociabilité associative locale, notamment autour du foyer rémois. Mais ce que des études récentes montrent, et je cite ici plusieurs mémoires de master ayant été réalisées dans l'école dans laquelle j'enseigne, c'est que la reconstruction est largement une affaire d'agences privées, notamment ici l'agence Thion et Rousseau, qui reconstruit notamment un cinéma qui venait d'être inauguré avant-guerre, bombardé, détruit, et qui est reconstruit sous forme de cinéma à opéra, et qui est un moment intéressant dans l'histoire des loisirs aussi, parce que c'est le bref moment de cette illusion du spectacle vivant dans une ville qui finalement va basculer d'un côté de l'histoire culturelle où cette forme de l'opéra est moins fructueuse. Et puis aussi cette reconstruction orientalisante sous forme d'une maison close rémoise où on voit le travail entre l'architecte, le propriétaire, la municipalité autour de négociations qui sont bien loin de la réforme sociale que pourtant le plan Ford suggérait au départ. Autour de la reconstruction d'Arras également se passent des choses, à mon sens, très intéressantes quant à l'interprétation, cette fois aussi, de l'authenticité de la reconstruction. Alors Arras était une ville particulièrement touchée, comme l'ont montré les études de Jean-Christophe Bourgeois, puisque sur 5000 bâtiments, moins de 1000 étaient intacts en 1918. Donc une ville très affectée, du complètement détruit au sérieusement endommagé. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que l'authenticité qu'on cite souvent pour l'exemple d'Arras ne constitue pas le fil rouge principal de ce que montrent les archives. Et notamment avec la commission qui est mise en place par la municipalité et des commerçants, des notables de la ville dès 1917 pour prévoir la reconstruction. Cette reconstruction est au service du redémarrage des activités économiques et si se dégage un consensus pour quelque chose ressemblant à de l'identique et avec une sorte de vision de l'authenticité au travers de cela pour les places principales. En revanche, les débats numériquement dans les archives portent surtout sur les faubourgs où ces termes sont très peu employés. Et c'est là qu'intervient le moment 1919, la loi Cornudet, qui est interprétée dans la ville comme un moment dans ces débats sur la reconstruction des faubourgs et
qui est interprété en termes de sciences politiques aussi, comme une négociation entre la chambre de commerce, la municipalité, où les commerçants aussi sont très bien représentés, et les propriétaires, qui sont eux aussi très bien représentés à la mairie. Et donc on a ces trois pôles consanguins, mais représentant à différents moments des intérêts légèrement différents. Et ce que devient l'impératif du plan de la loi Cornudet est le support d'une négociation entre ces forces qui déterminent et qui guident la reconstruction. Et donc, en filigrane de ce type d'analyse, on a quand même l'authenticité comme un leurre. C'est-à-dire, attention, tout ne se passe pas dans les façades de ces places reconstruites, alors avec des techniques différentes. Plusieurs études ont montré l'adaptation des techniques et une sorte de façadisme. Tout ne se passe pas dans cette carte postale reconstituée, envoyée depuis la ville martyre qui retrouve son apparence. La reconstruction est bien plus complexe que cela. Aussi, j'ai pris l'exemple de Verdun pour montrer un moment intéressant. C'est l'hypothèse de la ruine. Et si, après la destruction de la guerre, la vraie authenticité, c'était la ruine, c'était de la laisser en tant que mémorial de la destruction, et de construire la ville, de reconstruire la ville à côté. Et là aussi, c'était un mémoire de master que nous avons dirigé dans notre école et qui a très bien montré à la fois l'aspect poétique et éphémère de ce moment, mais la profondeur de la réflexion autour de ce concept de l'authenticité. C'était un projet porté par la Société pour le relèvement du pays meusien, une société dans laquelle siégeaient un certain nombre de notables importants de la ville de Verdun, et qui a, au point culminant de la rhétorique de la ville martyre, proposé cette posture de laisser la ruine et de construire une ville planifiée selon l'esprit du temps à côté. Et toute l'histoire de la vraie reconstruction, eh bien, c'est le suivi de tous les pas en arrière qui sont faits depuis cet état-là jusqu'à une reconstruction parcelle par parcelle, propriétaire par propriétaire, recevant de l'État son indemnité de sinistre et commanditant, artisans essentiellement, petits entrepreneurs locaux et parfois architectes libéraux pour reconstruire selon les desiderata de la propriété et effaçant l'authenticité de cette ruine qui ne reste que dans ce moment du plan. Et je trouvais que c'était une étape intéressante dans l'interprétation de cette authenticité de la reconstruction. Une étape, par exemple, qu'on peut retrouver à Dresde, et j'y viendrai à la fin de cette présentation. Pour ce qui concerne, alors malheureusement je suis obligé d'aller vite puisque le programme est ambitieux et je pressens déjà que c'est très gourmand. Donc je passe à quelques considérations sur la reconstruction des villes françaises après la Deuxième Guerre mondiale. Alors, on a commencé à faire tout à l'heure le tableau des destructions, et il est inutile d'y revenir. 2 millions de bâtiments détruits et certaines villes détruites à 60-80%. Voilà, Le Havre, Saint-Nazaire, Caen. Une veine historiographique qui a été extrêmement fertile dans les études urbaines françaises, notamment autour des programmes lancés par Daniel Woltmann ou Rémi Baudouy dans les années 1990. Et donc on possède sur cette reconstruction à la française un certain nombre de sommes extrêmement précieuses qui ont mis au jour les mécanismes
politique et professionnelle de l'organisation de la reconstruction. Et ce que cette saison historiographique a montré, c'est combien le fonctionnement de l'urbanisme à la française depuis l'après-guerre a été déterminé en partie par des décisions prises entre 1944 et 1948, et aussi comment la structure en termes de salariat, de fonctionnariat, de rapport entre la structure d'État, les municipalités, le monde privé, l'entreprise, les architectes, a été déterminée par ces moments fondateurs suivant la décision à la fin de l'année 1944 de créer le ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme. Et il y a une sorte de déclinaison qui est presque aussi dans le nom de ce ministère et de ses successeurs, reconstruction étant une sorte de préfiguration du mot urbanisme, puis du mot politique de la ville. Vous voyez comment dans cette idéologie à la française, le moment de la reconstruction a formé le cadre qui dépasse largement le programme lui-même de la reconstruction. Et ça, je pense que c'est un des grands acquis de cette période historiographique d'avoir montré tout cela. Alors, ces précisions données aussi en 1945 sur les compétences du MRU autour non seulement de donner un plan général pour la reconstruction, mais aussi en termes de pouvoir, de déléguer localement des compétences pour encadrer la reconstruction. Avec, et la recherche l'a montré aussi, d'emblée un certain nombre de bémols, un certain nombre de nuances, notamment autour d'une certaine continuité idéologique et juridique quant au statut de l'indemnisation. L'indemnisation se fait selon des principes largement hérités de ceux de 1919, et cette confirmation précoce entre 1944 et 1946 détermine en partie les choix du ministère lui-même dans les années qui vont suivre, et détermine aussi la capacité de ses propres acteurs à agir sur le réel. Donc ce bémol est d'importance, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une vision mécaniste d'un ministère tout-puissant en termes de financement, d'expertise et de pouvoir, qui viendrait calquer sur des villes des plans dont il aurait à la fois la clé, le secret, le dessin et la recette. Le mécanisme, par les principes juridiques de l'indemnisation, sont bien plus complexes et sont aussi une invitation au développement de la sphère de la négociation avec la propriété et avec la structure spatiale de cette propriété. Et donc, alors qu'on a souvent lu cet impact entre le plan venant d'en haut et le local qu'en termes culturels, en gros, une sphère d'experts, architectes et employés ministériels ou politiques, éclairés, différents entre eux, mais quand même appartenant à cette sphère, se heurtant aux réticences anthropologiques, presque culturelles, d'une population qui ne veut pas de ce moderne calqué, cet impact n'a rien de mécanique. Il est aussi déterminé, alors bien sûr, par des horizons d'attente, par des cultures, mais aussi par des réseaux professionnels et aussi par une structure juridique des principes de la reconstruction. Alors, autre apport de la recherche, et là je cite de nouveau mon collègue Vessières, c'est cette convergence construite peu à peu entre la question de la reconstruction et la question du logement. Alors, c'est naturel, logement détruit égale sans-abri, égale logement précaire, égale besoin de logement. Mais au-delà de cette évidence, et au-delà aussi en termes numériques, la question du logement
est traité au sein de cet appareil d'expertise et de décision à partir de sa conception autour du sort des précaires des villes bombardées. Et ça implique à la fois une précocité dans certaines décisions, mais aussi un retard à comprendre une question du logement qui dépasse la simple reconstruction. Et ça explique largement la crise de 1953-54, puisque ce ministère est face à l'impasse d'une prise en compte de la question du logement qui a été faite à l'échelle de la reconstruction, selon les impératifs de la reconstruction, et non pas forcément à l'échelle des attentes d'une société qui habite aussi ailleurs. Ce que la recherche a montré aussi, c'est l'importance de l'héritage bureaucratique, organisationnel de la période de Vichy. Alors, il n'y a pas qu'en urbanisme et en architecture. De nombreuses études sur l'organisation de l'État à la française, sur la modernisation de l'État, sur la technocratie, sur les parcours professionnels, sur la gestion de l'innovation, ont montré le rôle structurant et profondément ambigu de la période de Vichy. Il y a eu de nombreuses études d'historiens qui mettaient en relief à la fois les continuités et puis les zones d'ombre de toute cette période. Pour ce qui concerne l'architecture et l'urbanisme, cette continuité a aussi été mise en évidence, avec là aussi une invitation des historiens à dissocier plusieurs dimensions. C'est-à-dire qu'il y a des parcours personnels pour lesquels collaboration, résistance, libération, épuration, reprise d'une carrière sont des ruptures extrêmement fortes. Il y a aussi certains qui passent au travers. Mais du point de vue de la structuration de la prise de l'appareil d'État sur les professions de la reconstruction et de l'urbanisme en général, il reste que la période de Vichy a été importante, et pas seulement au travers de l'ordre des architectes. On a tendance à avoir cette narration, oui, on sait que l'ordre des architectes date de 1940. Sont souvent oubliées les considérations sur la loi de 1943. Alors, ce n'est pas forcément des considérations directes, ce sont des considérations aussi en termes d'organisation des compétences, d'émergence d'un certain nombre de mots-clés, de répartition des pouvoirs entre différents métiers, et ça va être déterminant après-guerre. On sous-estime aussi la reconstruction avant 1944, car de nombreuses villes avaient été fortement endommagées dans les premières phases de la Deuxième Guerre mondiale, et le gouvernement collaborationniste de Vichy menait déjà une politique de reconstruction, avec un souci politiquement plus qu'ambigu, un peu un souci collaborationniste, de, entre guillemets, rationaliser le rapport entre le ministère et la profession, et l'utilisation des instruments, des outils de l'urbanisme comme modalité de rationalisation de ces rapports entre la structure ministérielle et la profession libérale. C'est déterminant pour l'après-guerre également. Et au reste de cette période, ce que toujours Bertrand Vessière appelle ce ruralisme régionaliste et moraliste, on peut ajouter collaborationniste, qui transparaît dans la charte de l'architecte reconstructeur de 1941. Là, dans le vocabulaire, on est loin et on est en contraste avec ce qui se passe en 44-45. En revanche, pour ce qui est de l'organisation de la technocratie qui aura prise sur
sur la reconstruction, il y a des similitudes. 45-46, c'est aussi la rédaction centralisée d'un certain nombre de guides de reconstruction dans lesquels émergent des mots-clés, émergent des postures qui interprètent la ville héritée et qui donc déterminent ce qui sera la conception ou non de l'authenticité dans cette reconstruction. Je reproduis ici une de ces brochures, et je l'ai prise dans le catalogue d'une exposition organisée récemment par ma collègue Elke Mittmann sur la reconstruction dans le Val-de-Loire. Mais cette brochure émane du ministère central parisien, et on a la pédagogie d'une vision sur la ville héritée. Et cette pédagogie passe par la stigmatisation. Elle passe par, vous le voyez, des schémas qui dénoncent l'engorgement, qui dénoncent la mauvaise circulation de l'air, qui dénoncent l'impossibilité de moderniser les mobilités, qui dénoncent aussi les mauvais éclairages. Et il y a dans cette pédagogie ministérielle, alors à destination des municipalités, à destination des architectes, à destination indirectement des propriétaires, car ce discours passe aussi. Il y a un certain nombre de petits films qui sont projetés dans les cinémas. Il y a une propagande ministérielle autour d'un programme de reconstruction qui se veut comme l'occasion de corriger les vices de la ville héritée du XIXe siècle. Ce discours est très fort. En même temps, toute l'histoire de cette période est aussi l'histoire d'une accommodation de ce type de discours face à ce qu'on désigne généralement comme des résistances locales et qui sont, on l'a déjà évoqué, bien plus complexes que tout cela. Un personnage central dans ce moment, c'est Raoul Dautry. Il a été l'objet de différentes études extrêmement intéressantes et il symbolise aussi une inertie très forte dans la technocratie à la française. C'est quelque chose qui marque sans doute aujourd'hui encore les ministères hérités de ce ministère de la reconstruction. C'est-à-dire que la reconstruction, c'est pas l'objet, et l'urbanisme aujourd'hui, c'est pas l'objet des architectes, la reconstruction, c'est l'objet des ingénieurs, il y a une forte inertie technocratique dont Raoul Dautry est le premier représentant en quelque sorte. Alors ça concrétise aussi des choses commencées sans doute dès le XVIIIe siècle et la création de l'école des ponts. C'est des choses que la construction des réseaux de chemins de fer avait renforcées, c'est-à-dire la place dans l'appareil d'État d'ingénieurs infrastructuralistes. Et la reconstruction est le moment d'une consolidation du pouvoir de ce corps de métier qui a ses solidarités, qui a ses réseaux. Le polytechnicien Raoul Dautry n'arrive pas tout seul au ministère et il incarne la puissance d'un réseau. Et c'est important car dans les narrations existantes, on a beau être conscient de ce rôle, on en revient souvent quand même à ensuite des scansions autour des personnages des architectes. Et après, on est dans une posture où on déplore, où on constate l'incapacité de l'architecte à lutter contre la machine, etc. Mais c'est aussi que la scansion n'est pas placée au bon endroit. La scansion, pour ce qui est de la reconstruction des villes françaises après la Deuxième Guerre mondiale, doit être largement placée sur un focus autour des ingénieurs qui peuplent le ministère. Et les architectes
sont convoqués, les architectes demandent rendez-vous, les architectes se présentent dans le meilleur des cas à des concours, les architectes décident extrêmement rarement. Les architectes font la cour de cette technocratie d'ingénieurs. Et ce n'est pas la narration dominante, et c'est dommage, car ça enlève certains éléments d'interprétation qui sont, et ça enlève aussi ça amène un certain topoi de la narration. Ah, tel architecte avait tel plan, puis ça ne s'est pas fait, etc. C'est juste que ce n'était pas lui qui décidait. Et donc, ce que les études récentes montrent, c'est bien la nécessité d'une réinterprétation à la hausse du rôle de ces réseaux, et notamment du rôle de Raoul Dautry. Raoul Dautry aura un autre rôle très grand dans cette technocratie à la française, puisqu'il passe ensuite dans ce qui va devenir un autre pôle extrêmement important de l'appareil d'État et un petit peu de cet État profond, comme parfois médiatiquement on le désigne, c'est-à-dire passer du côté du programme nucléaire à la française. Sont posés dans ces années fondatrices du ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme des principes de base qui fondent la reconstruction sur le cadastre des années juste précédant la guerre et de sa dernière mise à jour en 1940, avec la possibilité de différents mécanismes de compensation, mécanismes d'abstraction du simple calque de la propriété privée, mais ces mécanismes sont somme toute limités par rapport à l'ambition qui est portée culturellement par les architectes. Il y a un réalisme juridique au sein de la technocratie ministérielle dont ne rend pas compte la narration centrée sur les architectes. Un autre personnage important de cette reconstruction qui a donné lieu à des études très importantes, non seulement celle de Daniel Waldman encore, mais aussi celle de Benoît Pouvreau, c'est naturellement Eugène Claudius Petit. Lui, il a un parcours tout à fait différent et son parcours de résistant, de syndicaliste, ses origines d'ouvriers des métiers du bois ont souvent été soulignés. Il est ministre de la Reconstruction pendant près de 4 ans. Je pense que ce qu'il est important de souligner ici, avant de passer à différents exemples de villes, c'est comment, sous Dautry, se matérialise à la fois le passage de ce ministère de la Reconstruction à quelque chose qui devient l'urbanisme en général, et l'impasse qui sera concrétisée par la crise du logement de 1953-54. C'est-à-dire, pour la création de cet État aménageur à la française, il y a la décision que porte Eugène Claudius Petit dès le tournant des années 50, c'est ce plan national d'aménagement du territoire. Et donc cette volonté d'articuler, et au sein d'un jeu de mots à la française qui est typique de ces années-là, c'est-à-dire le plan d'urbanisme et le plan d'aménagement du territoire. Et se crée une bureaucratie et une expertise de ce plan à plusieurs étages autour de Claudius Petit, qui va marquer la France au moins jusqu'aux années 80. On connaît aussi le rôle de Claudius Petit dans une sorte de repêchage tardif de Le Corbusier autour des projets à Firminy. Je n'y reviendrai pas. Et je passe à un personnage central qui a donné lieu à une belle exposition ici à la Cité il y a quelques années, il y a déjà 3 ans. C'est celui d'Auguste Perret, car là aussi c'est décisif en ce qui concerne l'interprétation de l'authenticité. Vous savez que ces débats ont été très importants au moment du classement
et de la demande de classement de la reconstruction du Havre dans la catégorie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Qu'est-ce que l'authenticité d'une ville reconstruite différemment? Qu'est-ce que l'authenticité de l'architecture moderne et particulièrement de l'interprétation très particulière qu'en avait Perret? Par ailleurs, le personnage de Perret incarne une nouvelle relation entre les impératifs de la reconstruction, la commande publique et la profession libérale. Alors, les études des années 2010 ont montré comment il y a un rapport de décision directe entre Raoul Dautry et Perret au sujet du Havre. Il y a aussi ce que certains ont appelé une sorte de lobbying professionnel, c'est-à-dire que la décision par Dautry de confier le Havre à Perret n'a été prise qu'après des mois et des mois de harcèlement par les protégés de Perret, téléguidés par le maître auprès du ministère. Et donc on est, encore une fois, dans la situation de l'architecte qui toque à la porte. Alors là, l'architecte trop fier de lui-même ou trop incertain de la manière avec laquelle serait reçu son passé pendant la période de Vichy pour être lui-même dans les couloirs du ministère aussi souvent. Mais ce qu'ont montré les études récentes, c'est cette importance du lobbying d'un groupe d'affidés pour que le maître se voit confier la reconstruction principale, la reconstruction emblématique par le ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme. Alors le personnage de Perret, je pense que la plupart d'entre vous a dû voir non seulement cette exposition, sans doute lu aussi de nombreux ouvrages à ce sujet. Je voudrais juste évoquer à son sujet un certain nombre d'études qui incarnent des manières d'interpréter ce que représentent Perret et Le Havre par rapport à la reconstruction. Il y a d'abord tout l'aspect médiation, négociation du plan initial de Perret avec un ensemble plus compliqué que justement quand on le résume sous forme de société locale ou sensibilité locale, la négociation de ce plan pour lui faire intégrer une évocation de la forme ancienne, pour lui faire intégrer une évocation de l'échelle de la ville héritée et pour lui faire intégrer une dimension d'authenticité dans le différent, authenticité renvoyant à une image construite de la ville détruite. Et je pense que dans les réflexions sur l'authenticité, et y compris les réflexions qui ont pu être portées au moment de la candidature, et appuyant sur cette rhétorique, ce moment est très important. C'est-à-dire que les plans de Perret sont recalibrés par lui-même, par ses assistants, pour venir évoquer quelque chose qui est reçu comme plus authentique, tout en gardant son manifeste programmatique du béton armé notamment. Alors, j'ai cité là mon professeur de géographie Paul Arnoux qui a écrit avec son collègue Iacono un article très intéressant sur Perret. C'est le contraste entre le discours et la pratique. Ils ont décrypté tous les écrits de Perret, les lettres au ministère, ses carnets, ses correspondances, ses publications, et ils y voient ce qu'ils appellent cette vision prométhéenne de l'architecte, et ils ont mis ça en parallèle avec l'aspect extrêmement prosaïque de la négociation, où le maître qui le même jour écrit des choses intangibles transige. Et la vision de la reconstruction
en bloc, de la reconstruction programme unique, en est démonté. C'est-à-dire qu'au jour le jour a dominé cet aspect de voir le maître transiger sur la forme générale de sa ville, sur les échelles de ses îlots, sur les orientations, sur les élévations, sur les évocations stylistiques, et cette mise en parallèle de la littérature idéale et de la production écrite concrète est très parlante. Et dans les faits, retour à la forme du boulevard, renonciation à cette idée de surélévation de la ville et retour à une idée de l'îlot qui est bien plus ancrée dans une vision historicisée de la ville. Avec, cependant, l'affichage qui reste de quelque chose de neuf et de global. Donc, là aussi, la construction d'un consensus, je garde mon discours, mais je te concède, et toute la relecture de Perret en ces termes me paraît très intéressante. Aussi intéressante, des études, notamment celle de Claude Malon, sur le travail des entreprises à la reconstruction du Havre. Et là, en termes d'histoire économique, se dessinent des continuités, se dessinent des ruptures aussi, qui sont des règlements de compte entre entrepreneurs, des instrumentalisations du passé collaborationniste, qui font une autre histoire, une histoire économique du secteur de la construction, qui dit autre chose que la simple histoire fondée sur l'esthétique de l'architecture. Les travaux de Sylvain Vallet, que je voulais évoquer aussi, autour d'une histoire de la migration. La reconstruction, c'est aussi la migration italienne. Cette historienne a suivi le parcours des maçons italiens, du Frioul, de Vénétie, vers le Havre, vers les entreprises qui embauchaient pour cette œuvre massive, et a suivi aussi l'impact technique entre ce qui était montré comme un grand tournant dans la construction, et on repart dans ces grandes emphases du théâtre des Champs-Élysées, béton armé 1913, etc., à une vision plus prosaïque en termes de travail au jour le jour et de comment ces impératifs de changement technique et de généralisation de nouvelles techniques en architecture sont accommodés par les artisans dans le contexte culturel et humain de la migration. Sur le Havre, autour de l'authenticité, je trouve que sont particulièrement parlantes aussi les études qui analysent la réception de cette œuvre. Alors, on touche là au concept de Jauss, de l'Erwartungshorizont, sur cet horizon d'attente de la population, plus ou moins fantasmé, et plus ou moins traité en bloc, souvent dans la littérature. Or, les études montrent que c'est bien plus contrasté, et aussi comment cette perception de l'œuvre change selon les périodes, mais aussi change dans la rhétorique de ceux qui en parlent. Et ces études de Maria Gravari-Barbas montrent combien la patrimonialisation de la ville reconstruite a été un processus tout aussi autoritaire que sa reconstruction, et que la construction d'une fierté locale du reconstruit était tout à fait pilotée, et elle a étudié pour cela les archives ministérielles, les archives municipales, et montrant combien la réalité est bien plus complexe, et la perception de la perception est bien plus complexe que cela. Et j'avais copié une citation
vous trouvez sur cette diapositive et qui me semblait très importante aussi dans la perception de l'authenticité. Car la ville du Havre s'en est tirée devant l'UNESCO pour l'authenticité, avec l'authenticité du ressenti des habitants, qui venait apporter une couche d'authenticité à la difficilement argumentée authenticité du reconstruit. Et donc il y avait l'authenticité de la démarche unitaire d'un grand architecte et l'authenticité de l'investissement civique d'une population dans la reconstruction de sa ville bombardée. Or, même ce deuxième pôle est construit, est piloté, est téléguidé, a montré cette collègue. Alors je passe vite, je suis un peu obligé sur un certain nombre d'autres exemples. Caen, avec des études importantes sur le logement provisoire et du provisoire qui dure souvent longtemps dans la reconstruction. C'est des choses qu'on tait souvent. Les villes bombardées et les villes en reconstruction sont des villes de sans-abri qui sont logées dans des baraques et qui parfois ont été, dans les années 50, l'objet d'expérimentations de logements provisoires ou devant devenir définitifs. Et donc des choses intéressantes là-dessus autour de Caen. Intéressantes aussi autour de l'œuvre de Briot de Laujardière, qui sort un peu de cette narration fantasmée de l'atterrissage d'une génération corbuséenne sur des villes opportunément et tragiquement dégagées. Là, on a la construction d'une autre narration. C'est la narration dans la caractérisation de cette architecture d'une sorte de compromis. Et c'est typiquement l'exemple sur lequel on lit toujours des choses. Nous sommes dans le compromis entre une vision haussmannienne ancrée dans le XIXe siècle, c'est-à-dire avec un cahier des charges classicisant, avec des échelles, avec un imaginaire urbain, qui aurait su intégrer certaines inspirations culturellement corbuséennes. Et on se rend vite compte, quand on étudie ce cas, que concrètement, c'est très difficile de voir les mécanismes d'un tel accommodement, d'une telle symbiose, d'une telle synthèse. Et on se rend compte aussi de combien la seule biographie des architectes ne suffit pas. C'est pas ce monsieur, peut-être un peu plus conservateur, a découvert quand même dans le modernisme. C'est ça la narration dominante. C'est rarement satisfaisant, car ce que montrent les études précises, ce sont des négociations au jour le jour avec des propriétaires, avec des élus, et donc une réévaluation du rôle des propriétaires dans la reconstruction et forcément une diminution de l'interprétation du seul impact entre la dimension esthétique de la vision de l'architecte et le sol prêt à la recevoir. Autre exemple qui me paraît parlant, c'est celui de Saint-Malo. Là aussi, Saint-Malo, c'est une exception parce que l'horizon d'attente est conservateur et est un peu intouchable puisque ce sont les Québécois financeurs. Et donc, il est difficile de leur dire on va confier à Le Corbusier la reconstruction authentique de la ville dans laquelle vous projetez les racines de votre propre identité. Vous voyez, de toute façon, il n'en était pas question. Et donc, là, l'authenticité est une authenticité transnationale, est une authenticité transpériode, est une authenticité factice, et c'est aussi un moment important dans la définition de posture d'architecte. Et je trouve que dans la carrière de Louis Arèche, plus d'attention à ce moment Saint-Malo permet aussi de
d'interpréter de manière féconde son rapport à la forme grand ensemble, son rapport à la source, son rapport plus tard à un tournant dans l'urbanisme autour de la sauvegarde du Marais. Et donc, je me dis que cette lecture de Saint-Malo comme simplement reconstruite dans une forme évoquant l'identique, on n'est pas du tout à l'identique, hein, de nombreuses rues ont été élargies, de nombreuses façades ont été faussement visuellement adaptées à des parcelles, mais de manière constructive ne correspondent pas. Les fondations de la ville disent un peu l'inverse de ce que disent les façades, mais disons une évocation de l'identique. Cette chose est plus compliquée que simplement voilà, la commande et l'horizon d'attente québécois. C'est aussi une histoire, une autre histoire du rapport à l'authentique de la génération des grands architectes d'après-guerre. C'est-à-dire qu'on peut voir dans Saint-Malo le prémisse d'une évolution qui va être celle ensuite des années 60 et 70. Autour de Royan, et je vais en finir avec Royan sur cette... parce qu'il faut que je passe à l'Allemagne. Autour de Royan, juste quelques mots sur l'œuvre de Claude Ferret, sur cet échec du Corbusier à atterrir dans la région, et autour... alors Royan était justement caractérisé par Vincent Berthaud comme une des seules villes de la reconstruction dans laquelle l'architecte nommé par le MRU n'était pas chapeauté par un ingénieur des ponts et chaussées. Et donc interprète le personnage de Claude Ferret. A-t-il eu cette liberté parce qu'il était plus conservateur? Je ne sais pas. Donc je voulais juste utiliser ce cas pour ce type de réflexion. Et quant au Val-de-Loire, et c'est là le catalogue de l'exposition dont ma collègue Elke Mittmann était commissaire récemment, des réflexions sur reconstruction et industrialisation. Là aussi, ce que montrent les études les plus récentes, c'est que les discours et les injonctions ministérielles à l'industrialisation de l'architecture ou des processus constructifs dans la reconstruction ont été numériquement peu suivis et qu'on a une part importante de la reconstruction qui se fait selon les techniques anciennes. Et je trouvais aussi importante dans cette exposition sur le Val-de-Loire l'analyse sémantique et concrète de l'émergence de ce modernisme modéré qui symboliserait les accommodements. Je passe sur notre Prisac. Et j'en arrive petit à petit à l'Allemagne, au travers d'abord de la zone de la Sarre occupée. Vous savez qu'il y a là un moment important de l'architecture française en Allemagne, dont le catalogue l'exposition Interférence rendait compte. Et je vais surtout m'intéresser au cas de Saarbrück, où on a une commande de la structure militaire d'occupation française en Sarre, à Pingusson, dont on peut voir ici une très intéressante exposition, et avec là un impact entre des propositions modernistes et la société locale qui passe aussi par les ambiguïtés de l'occupation militaire et de la soumission de la démocratie locale à cette occupation militaire. Soumission aussi au processus de dénazification, avec renaissance petit à petit sous contrôle français, puis s'émancipant un petit peu d'une instance municipale. Et là, ce sont les études de Rémi Baudoui qui ont montré cette histoire. On a l'histoire d'une réaction locale sous forme de commandes de plans à des injonctions
moderniste des occupants. Ce qu'a aussi montré Rémy Beaudoui, c'est que le consensus au sein de l'armée française n'était pas construit et que la hiérarchie avait beau avoir demandé des plans, disons, fonctionnalistes à une équipe d'architectes dont j'ai donné la composition ici. Le reste de la hiérarchie de l'armée française était tout aussi réticente que les municipalités allemandes, Saarbrück et Mayence, à cette injonction ministérielle. Et donc je trouvais que le parcours de Pingusson et de Lotz dans ce cadre, ce dernier parcours a été étudié par Jean-Louis Cohen dans l'exposition Interférence, était très intéressant, de même que son échec face à la réémergence d'une pensée de la planification et de la reconstruction locale. Et je trouvais, ce sont des archives qui sont ici même, que ces dessins de Hanning pour Lotz autour de la reconstruction de Mayence, avec une pédagogie de la stigmatisation de la ville bombardée et de la ville ancienne, pour justifier la posture fonctionnaliste, était révélatrice de cette illusion où là on avait la double table rase. On avait la ville bombardée et l'occupation militaire. Et donc c'était l'occasion rêvée pour ce duo. Et même dans cette situation, ce que montrent ces différentes études que je viens de citer, ainsi que celle de Hartmut Frank, c'est que par la commande d'un plan alternatif de la part de la municipalité réémergente, naît un impératif de négociation et d'accommodement. D'abord avec ce plan alternatif de Schmidt-Hainer, qui se concentre sur le centre-ville, et puis avec une revendication de restauration de quelque chose évoquant la trame historique, émergeant des associations de propriétaires. On a donc là quelque chose autour de la mobilisation d'une société civile qui est un des supports de la redémocratisation de l'Allemagne de l'Ouest face à cette volonté hégémonique des puissances occupantes après 1945. Et comme l'a montré Rémy Beaudoui, c'est très important dans le rejet de la tutelle française lors du référendum de 1955, et donc le moment où la Sarre rejoint la jeune République fédérale d'Allemagne. Et donc, je souhaiterais consacrer le temps qui me reste à ce cas allemand de la reconstruction de l'après-Deuxième Guerre mondiale. Avec d'abord quelques considérations intellectuelles ou considérations sur le débat intellectuel en Allemagne autour de la reconstruction. Avec certains thèmes qui me paraissent convergents et qui me paraissent récurrents dans cette production. Il y a d'abord le thème du poids des idéologies. En France, c'est un effort de décryptage qui émerge peu à peu. En Allemagne, l'histoire a fait que, autour de la reconstruction, le poids des idéologies et la difficulté à interpréter les reconstructions en dehors de celui-là a été très forte. Ensuite, précocement en Allemagne, des dissertations, des réflexions, des débats sur l'authenticité du moderne. Et c'est pour cela que j'ai tiré de cet ouvrage collectif des représentations qui évoquent ce débat. Et enfin, un débat très important en Allemagne, c'est sur la légitimité authentique du pastiche. Puisque l'Allemagne est un des pays d'Europe qui, aujourd'hui, est allé le plus loin dans cette voie et le plus loin dans la contestation aussi de cette voie, avec, dans des phases de reconstruction, des choses qui s'affrontent. Autour de l'Allemagne aussi, une proposition qui est la mienne dans cette
conférence, qui est celle d'une interprétation de la reconstruction longue. Les études françaises ont tendance à circonscrire la perception de la reconstruction à des périodes courtes, et généralement c'est 1919-1930, c'est 1944-1954. Les cas allemands invitent, du fait aussi de l'ampleur bien plus grande des destructions, des dizaines de villes détruites à plus de 60%, 7 ou 8 villes détruites à 80%. Donc du fait de l'ampleur de ces destructions, la reconstruction dure encore. Et je vais tenter de montrer comment non seulement elle dure encore physiquement, mais qu'elle continue de déterminer en tant que reconstruction des tournants dans l'histoire de l'urbanisme. Et ça va être un peu mon fil narratif, car je surveille le temps. Alors, je pars avec la question des modèles. Là aussi, ça a fait l'objet d'un certain nombre d'études importantes. Alors, j'ai mis ici la couverture de ce livre dirigé par mon collègue Diffendorf sur le modèle américain. Voilà. Il y a très tôt la détermination de la guerre froide, le refus de la zone soviétique de bénéficier des financements du plan Marshall et le poids de l'idéologie américaine, on a vu française en SAR, et soviétique à l'Est. Et la ville de Berlin reflétant par sa division précoce cette césure. J'ai mis aussi, tiré d'une brochure ici en haut, la vision urbaine de l'European Recovery Program, qui montre combien la reconstruction physique de l'Allemagne de l'Ouest était aussi un affichage de sa reconstruction économique sous parrainage américain. Donc c'est important. En même temps, j'ai rencontré dans les archives que j'ai étudiées à plusieurs passages, à plusieurs reprises, et je ne suis pas encore parvenu à coudre totalement ces histoires, mais peut-être qu'un jour j'aurai l'occasion de le faire. J'ai un personnage qui invite à relativiser toute cette histoire de modèle. C'est l'architecte Blumenfeld. Blumenfeld, c'est un architecte berlinois des années 30 qui appartient, alors ce que vu de France, on aurait tendance à appeler la génération Bauhaus, bien qu'il n'ait pas lui-même fréquenté ni en tant qu'élève ni en tant que professeur cet établissement, mais disons voilà, qui était proche dans ses années de formation et ses premières années de pratique des architectes du modernisme allemand des années 20 et du tournant des années 30. Naturellement, étant juif, étant communiste, il doit partir en exil en 1933 et il part en exil à Moscou où il travaille au métro de Moscou et donc au service de cette grande œuvre de l'idéologie stalinienne. Et puis, sentant pointer le danger antisémite en Russie soviétique également, il émigre aux États-Unis où il devient architecte municipal à Philadelphie. Et c'est à ce titre qu'il fait partie des tournées américaines venant enseigner le modèle américain d'urbanisme en Allemagne après-guerre. Et on a là... Alors j'essaye dans les archives de trouver des descriptions qui pourraient être vivantes ou des photos de ces moments. Il y a des moments extrêmement bizarres. Vous avez des gens qui viennent en tournée, soit des Américains, soit des Allemands exilés, revenant et représentant le modèle américain, qui font des réunions avec leurs camarades d'études, qui sont soit partis en exil ailleurs, soit qui sont restés avec les nazis, dans des postures soit se réfugiant dans la profession libérale, soit participant à l'appareil nazi. Et puis, qu'est-ce que c'est qu'une réunion comme ça? De quoi on discute? Et qu'est-ce qu'est le modèle? Surtout que ce Blumenfeld, au moment du macartisme, on découvre qui était lui aussi un mouvement à tendance antisémite, et on découvre aussi son passé communiste, et donc il est déchu de sa nationalité américaine. Et donc celui qui
professait le modèle américain, il n'est plus américain. Et il part en exil au Canada, où il va devenir urbaniste municipal à Toronto. Et donc je trouvais que rien que ce personnage, dont j'aimerais un jour atteindre le degré de connaissance suffisante pour écrire un article sur lui, pour l'instant j'ai des indices, mais et rien que ce personnage dit, bon, les modèles, méfions-nous. Même chose pour le modèle soviétique. J'ai mis ici, tiré dans des cahiers d'archives du centre de recherche IRS d'Erkner, j'ai mis ici le voyage à Moscou des architectes communistes de Berlin-Est. Il a été soutenu aussi récemment par Eleanor Moïdine, une thèse de doctorat très intéressante sur ce milieu culturel des architectes berlinois et sur leur revue. Et voilà, ce voyage à Moscou, on trouve à la fois des schémas de ce qui est vu à Moscou, on trouve aussi dans les archives les ordres de Moscou, les injonctions, les circulaires, leur traduction ministérielle dans ce qui devient en 1949 la RDA. Mais en même temps, ce que disent les archives, c'est toute une histoire, là encore, de l'accommodement. Et je suis sûr qu'à Moscou aussi, il y a de l'accommodement. Mais à Berlin, ces ordres de Moscou ne sont en rien un calque, et le modèle soviétique, qui est aussi lui-même pas un bloc et qui est difficile à caractériser, n'est en rien appliqué en bloc. Et donc voici quelques réflexions autour de Berlin, ville détruite à environ 60% en 1945. D'abord, une réflexion sur l'héritage en termes de réseau professionnel de la pratique architecturale et des visions architecturales d'Albert Speer. Alors, on a souvent une vision, une narration caricaturale de ce moment. Si Albert Speer est jugé et va en prison, ce n'est pas en tant qu'architecte délirant, c'est en tant que ministre de l'armement du régime totalitaire et génocidaire. Et parfois on confond les deux. Albert Speer est un criminel de guerre, car il a été ministre de l'armement. Ça ne résout pas toute l'analyse sur sa production architecturale. Car ce que dit une histoire culturelle de l'architecture, c'est une continuité plus grande. Au sein des bureaux d'Albert Speer travaillait une génération, et lui-même en faisait partie, une génération formée dans les mêmes écoles et agences d'architecture que celles de leurs collègues exilés. Et il y avait une culture commune. Et plus encore, au retour, après la chute du régime, à part les criminels de guerre, dont bien peu étaient criminels de guerre en tant qu'architectes, les criminels de guerre, c'était d'autres fonctions, c'était l'organisation du génocide. Mais de nombreux autres architectes se retrouvent dans les appareils ministériels et municipaux, aussi bien de l'Est que de l'Ouest. Et ils ont cette culture. Et ils retrouvent des exilés de Moscou, d'Istanbul, de Shanghai, des États-Unis. Et puis il y a des exilés qui ne reviennent pas. Et donc il y a une histoire culturelle et politique de ce milieu social, aussi une histoire professionnelle qui ne se résume pas pour la reconstruction à l'image de ce délire de percée sur la ville. Il y a aussi l'inertie des visions nazies sur la destruction du centre ancien comme nécessaire préalable à la construction d'une ville du XXe siècle. C'était naturellement une visée antisémite, car souvent dans ces plans nazis, le centre ancien, c'est précisément le centre juif. En revanche, dans la culture professionnelle et intellectuelle de ces architectes, la destruction, concrètement, a quelque chose à voir aussi avec cette page blanche par laquelle il fallait passer. Et donc,
il y a une histoire plus complexe de ce moment à faire. Une histoire complexe que généralement, on regarde avec nostalgie ce plan d'Hans Scharoun, le Collective Plan de 1946, en disant voilà, c'est un plan qui considère les deux parties de la ville, c'est un plan qui n'est pas fait à cause de la partition. Là encore, les choses sont plus complexes. Le plan n'est pas fait à cause de l'impact entre des propositions d'architecture qui ne correspondent pas à l'horizon d'attente institutionnelle des pouvoirs, aussi bien à l'Est qu'à l'Ouest. Et donc, la narration, là aussi, me semble à complexifier. Ce que je voudrais proposer, c'est aussi, autour de Berlin, une vision de l'impact entre le modernisme et l'espace urbain à reconstruire autour de l'exposition internationale d'architecture de 1947, appelée Interbau. La première chose, c'est que l'Interbau est une enclave. L'exposition d'architecture dans laquelle on invite le Gotha mondial des architectes du mouvement moderne, plus ou moins structurés, plus ou moins liés à son cœur, ce mouvement a lieu dans une enclave dessinée au bulldozer par la destruction des ruines. La préparation de la table rase pour l'Interbau est un des moments les plus violents de destruction des ruines d'un quartier bombardé, le Hansa-Viertel. Et donc on prépare la pelouse pour les invités. Donc je trouve que ce moment du tournant des années 50, pour préparer cette page, doit être interprété aussi comme cela. Mais c'est une enclave, car ailleurs, ça veut dire qu'on n'a pas fait la table rase sur toute la ville pour les architectes qui, pourtant, au sein du mouvement moderne, avaient leur carton prêt à dérouler de vision, d'application, de plans modernistes à l'infini, de bars et de tours sur la ville. Alors en France, on a tendance à résumer ça à une culture corbusienne. Naturellement, en Allemagne, cette culture a d'autres référents, notamment Leucht. Ce que dit en creux l'Interbau, malgré la violence du déblaiement, c'est que le reste est plus complexe. Et dans ce reste plus complexe, se pose la question de la destruction de la ruine, de sa restauration ou la laisser à l'état de ruine. Et là, il y a trois possibilités. Et ce que montrent aussi bien Berlin-Est et Berlin-Ouest, c'est des gradations dans ces trois possibilités. À l'Est, et je passerai vite car je pense que ça fait partie d'une culture partagée, il y a ce moment de la décision sur Stalinallee, c'est-à-dire d'une historicisation non authentique en quelque sorte de l'architecture au service du régime, mais aussi au service pratique de la reconstruction. Et dans la décennie suivante, le passage à une vision de Berlin capitale de l'Allemagne de l'Est qui s'affiche au travers d'une vision moderne de la ville. Mais ce qui me paraît important au sujet de Berlin comme tournant dans l'histoire de l'urbanisme, c'est ce moment de 1977-87, autour de l'IBA 87, donc en nouvelle exposition d'architecture, grandeur nature, qui se prépare sur presque 10 ans. Car le point commun jusqu'à la fin des années 70 dans les deux parties de la ville, c'est la destruction de la ville bombardée. Et ce tournant de l'urbanisme est un tournant qui est aussi une négociation politique à Berlin-Ouest entre l'extrême gauche des squatteurs de Kreuzberg et la gauche modérée du Parti social-démocrate qui siège au Sénat de Berlin, autour de l'arrêt de ce programme de destruction qui fondait une vision infrastructuraliste de la ville, autoroutes urbaines, grandes avenues élargies et logements
social dans une trame ne respectant pas la trame ancienne, sans être pourtant un grand programme moderniste tel que déroulé en vain à la fin des années 40, au début des années 50. Donc cette destruction qui continue. Et je pense que ces images et ces pamphlets de la destruction de bâtiments bombardés encore en 1984, montrent qu'on est encore dans de la reconstruction du traitement de la ville bombardée. Par ailleurs, le Plattenbau et le logement social à l'Est est aussi une modalité de reconstruction. Et d'ailleurs, ça invite à penser, pour l'exemple français, au rapport entre grands ensembles et tournants de la reconstruction. Mais ce qui se passe à Berlin-Ouest, en cette fin des années 70, c'est donc un retour à la trame historicisée, un consensus politique forcé. C'est une période politiquement violente. Un consensus politique forcé autour du respect de l'îlot, respect des constructions restaurables, respect des habitants, initiation de processus de participation citoyenne. Et tout cela, en allemand, ça s'appelle la reconstruction critique. Et la reconstruction critique est une reconstruction. Et c'est souvent incompréhensible pour un public français. Comment ça? Mais on est en 1987 et c'est une reconstruction d'après Deuxième Guerre mondiale. Et oui, et c'est un tournant dans l'urbanisme européen en tant que reconstruction post-Deuxième Guerre mondiale. Et je pense qu'il est important de redire que dans kritische Rekonstruktion, il y a reconstruction. Car c'est déterminant dans la pratique. Je passe rapidement sur ce personnage de Clauès notamment, et sur comment une nouvelle génération européenne et mondiale d'architectes fait ses armes et ce tournant qu'on a souvent qualifié de postmoderne dans la reconstruction. Car ce tournant est un tournant de reconstruction qui détermine un tournant dans des villes où on ne reconstruit pas. Et en cela, Berlin et le thème de la reconstruction est important. C'est aussi le cas à l'Est. On a tendance à caricaturer l'Est. C'est-à-dire soit à se dire « ce tournant n'y a pas lieu » ou s'il y a lieu, ce n'est que de manière caricaturale autour du Nikolai-Viertel, c'est-à-dire ce quartier créé en même temps que l'IBA de l'Ouest pour le 800e anniversaire de la ville en 1987, et donc qui est un quartier pastiche. Déjà, en tant que quartier pastiche, il joue sur une authenticité de la reconstruction et donc un tournant dans le rapport entre l'idéologie du régime et la forme architecturale. Ce tournant est un retour à une forme historicisée. Mais le tournant le plus important, c'est celui qui a lieu dans les quartiers de Prenzlauer Berg et de Mitte. C'est-à-dire, là aussi, l'arrêt des démolitions, l'acceptation de la forme de la ville héritée, qui était stigmatisée jusqu'à l'année précédente dans les programmes du Parti communiste en tant que féodale et bourgeoise, et là, elle devient, car certains architectes ont eu une rhétorique habile au moment du parti, ils ont dit « oui, mais c'était quand même l'appartement de mon grand-père ouvrier communiste ». Vous voyez, il y a cet aspect-là. Et puis aussi, si vous voulez remplir votre programme d'un appartement pour tout le monde, alors que vous avez encore des centaines de milliers de gens sur la liste d'attente, restaurez ce qui existe déjà. Donc il y a à la fois du pragmatisme et un tournant idéologique. Et là aussi, c'est une reconstruction. Et ce tournant, à l'Est, on appelle ça la reconstruction complexe, a lieu au début des années, fin des années 70, début des années 1980. Et c'est important pour ce qui se passe à Berlin ensuite, car un personnage au sein de l'Ouest étudie à l'Est ce moment. L'Ouest et l'IBA de l'Ouest étaient totalement autistes vis-à-vis de ce qui se passait à l'Est. Aussi bien dans sa curiosité culturelle que dans sa planification, etc., jusqu'en 1987, mais rien de vision. Mais un personnage a fait sa thèse financée par l'IBA de l'Ouest sur ce qui se passait à l'Est. C'est Hans Stimmmann. Et Hans Stimmmann a fait publier une brochure par les presses de l'IBA sur ce renouvellement urbain à l'Est. Et il a caractérisé cela sous le terme de reconstruction complexe. Et là encore, c'est cette
fusion des reconstructions de l'Est et de l'Ouest en la personne d'Hans Stimman, qui à partir des années 90, puisque Hans Stimman devient jusqu'en 2007, après la réunification, le dirigeant des services d'urbanisme du Berlin réunifié, cette fusion dans sa culture à lui, cette application des méthodes de l'IBA au Berlin réunifié, est encore de la reconstruction. Et j'avais dans un article un peu polémique avec ce personnage d'Hans Stimman, pour lequel par ailleurs j'ai une grande tendresse, j'avais appelé ça le tournant conservateur de la reconstruction critique. C'est-à-dire une reconstruction critique qui, esthétiquement et socialement, prépare ou se tourne vers un autre horizon d'attente. Un horizon d'attente que le boom immobilier contemporain nous inciterait à rapprocher d'un mot difficile à employer comme gentrification, que le modèle berlinois de la reconstruction critique était censé éviter. Donc voilà comment cet exemple de Berlin me paraît intéressant. Avec Stimman aussi, cette reconstruction jusqu'en 2007, et c'est ce plan qui détermine encore largement l'urbanisme berlinois aujourd'hui, d'une recherche de la trame historique effacée par la guerre et par les programmes d'urbanisme de l'après-guerre. Il appelle ça la deuxième destruction. Et chez un Berlinois, c'est quand même violent. Une ville détruite à 60%, et vous nous dites qu'il y a eu une deuxième destruction, monsieur l'urbaniste en chef. Et face à cette deuxième destruction, promotion par une recherche d'archives, de plans, d'une évocation de la trame ancienne et d'une construction d'une nouvelle authenticité. Mais je crois que vous aurez une autre séance là-dessus. Ce Berlin se pastichant lui-même au travers, et c'est là une nouvelle dissertation sur l'authenticité, destruction du Palace des Républiques pour la construction, par Frank Costel, du château Forum Humboldt, qui évoque de manière pastiche le château d'Hohenzollern détruit au début des années 50. Et donc, voilà une invitation à un regard critique sur la reconstruction critique. Et sur Berlin, cette question, j'ai, depuis que je suis arrivé à Berlin il y a bientôt 15 ans, 100 terrains bombardés et terrains vagues qui me servent d'indicateurs sur la reconstruction. Et je décréterai pour moi-même la reconstruction finie lorsque ces 100 terrains auront été lotis, et on y est presque. C'est-à-dire que depuis 2012, il y a un boom immobilier, et cette reconstruction est en train, à Berlin, de s'accélérer et presque de se finir, avec la question: Berlin n'avait-elle une âme que dans le processus, et n'est-elle pas en train de perdre son âme dans la finitude du processus? Et je vais consacrer les dernières minutes de cet exposé au cas de Dresde, que j'ai aussi particulièrement étudié et qui me paraît déterminant pour les réflexions sur la culture européenne. D'abord, l'interprétation du bombardement. Vous savez que c'est une polémique qui a duré 30 ans, le nombre de morts. Le tragique de Dresde, c'est que Dresde a encore eu 3 ou 4 mois de régime nazi après le bombardement, c'est-à-dire de nouveau une répression, de nouveau une terreur, et un jeu de propagande sur les chiffres des morts, avec une réévaluation par une commission au début des années 2000 qui a ramené ce chiffre aux alentours de 20 000 morts. Sur Dresde, un moment encore plus parlant que celui de la ruine de la ville bombardée. Ces images viennent des archives municipales. La ville bombardée dans laquelle on voit encore la forme des bâtiments, on voit encore les îlots, on voit encore la trame vière. C'est la ville déblayée. Et là, les rues qu'on y voit, ce sont les tracés des bulldozers. Ce ne sont pas les rues anciennes. Il n'y a plus la trame. Je trouve que là, on est 45-53, 8 ans pour ce déblaiement, c'est tout à fait parlant. Avec la ville détruite à 80%. Là aussi, ce que je voudrais
montré pour Dresde, c'est d'une part la troublante inertie des projets de la période nazie, puisque était prévue une destruction massive du centre-ville dans le plan de 1939. C'est l'échec des visions historicisées portées par les sociodémocrates au moment de la réduction des sociodémocrates à la dictature communiste et l'entrée forcée, portée par les chrétiens démocrates et l'entrée forcée des sociodémocrates dans le Parti socialiste unifié dominé par les communistes. Et donc là, l'urbanisme voit son champ des possibles réduit à ce moment-là. C'est aussi, comme pour Berlin, l'échec, et ici c'est un plan de Hoppe, l'échec du déroulement de plans à l'infini, de formules de Tours et de Barre du modernisme, pour l'émergence sur injonction de Moscou, d'une forme historicisée, mais ni au même endroit forcément, ni dans la même forme. Et j'ai particulièrement analysé les négociations professionnelle, culturelle, idéologique autour de la décision pour cette nouvelle place centrale de la ville par Johannes Rascher au tout début des années 50. Personnage d'ailleurs lui-même ambigu dans son parcours puisqu'il avait travaillé dans les bureaux nazis de la reconstruction. Et Rascher accepte ces demandes de correction qui arrivent avec les ordres de Moscou, puis qui passent par Berlin, et crée une place qui évoque la place du marché ancien, mais pas dans les mêmes proportions, pas du tout dans l'évocation stylistique, mais un style qui affiche une vision historicisée de l'architecture. Et vous parlez d'authenticité, je n'ai pas de définition toute faite. Je pense que justement, chacun des moments qu'on voit là est une invitation à déconstruire le terme et à se dire l'authenticité de qui, à quel moment, pourquoi. Et invite aussi à réfuter la vision statique de l'authenticité qui a émergé de la conférence de Nara en 1994 et qui vient nourrir tous les processus de jugement au travers du patrimoine mondial de l'UNESCO sur ce que serait l'authenticité. L'authenticité est une superposition de fausseté, d'ambiguïté. Et on disait l'authenticité par rapport à une sorte de trait culturel européen. Eh bien non, je ne trouve pas. Je trouve que tout ce qu'on étudie montre qu'à chaque fois, c'est plus complexe que ça et qu'on a une forte capacité culturelle à proclamer de l'authentique à partir de faux et à parfois aussi à défaire de l'authentique pour de l'authentique faux. Et je vais tenter de le montrer avec Dresde. Un moment important, je trouve que c'est la première pierre de cette place. C'est 1953, le projet est gagné, et propagande du régime, tout le monde s'est réuni sur la future place. Et là, bien sûr, c'est de la propagande, mais j'ai parlé avec certains des gens qui, enfants, étaient sur cette place. On les a certes sortis d'office de l'école, mais ça n'empêche que leur émotion, dans la ville où étaient morts leurs familles, leurs amis, et des dizaines de milliers de personnes, et qu'on pose la première pierre de la reconstruction de cette ville, il y avait, malgré l'aspect dictatorial du régime, il y avait une réelle émotion. Et je trouve que cette forme, cette foule, formant par sa compacité, le tracé de la place presque, est très émouvant, avant même que sa construction ne soit commencée. Je mets bien ce parallèle. Après, l'impact avec l'idéologie, il y a ce moment, là aussi, qui est souvent lu de manière très sévère à Dresde, où le secrétaire général du parti, en visite de Berlin, voit le plan de la reconstruction et voit cette église et, sur la maquette, prend le petit volume et le dégage. Et donc, c'est la violence face à la conscience religieuse, civique, locale. Et c'est aussi la destruction de cette église, la Sophiankirche, qui était en ruine jusqu'en les années 60, mais qui, somme toute, était réparable. Et donc là, la destruction de la ruine, presque 20 ans après le bombardement, montre que la reconstruction est un processus idéologiquement long. En même temps, les archives montrent une autre histoire. C'est que dans cette période,
émerge de cette conscience civique une patrimonialisation de la ville, de la reconstruction, et que les gens, les architectes de sensibilité chrétienne démocrate au sein du régime est-allemand sont certes écartés du parcours principal de la décision, mais sont relégués dans les instances du patrimoine. Et au sein de ces instances du patrimoine, trouvent une nouvelle voie. Et donc, même dans un régime autoritaire, il y a des débats architecturaux. Et ça a été une chose qui m'a frappé, car c'est une chose qu'on lit rarement en Allemagne, ces débats architecturaux. Et on voit qu'émergent, au moment même où il y a cette action violente, émergent d'autres actions de protection relativement précoces. Il y a aussi à Dresde l'inertie sur la reconstruction des visions modernistes. Alors certes, là, c'est une vision moderniste très avenante, puisqu'inspirée de Rotterdam. C'est une des premières grandes rues piétonnes en Europe, et c'est la vitrine moderniste du régime. En même temps, pour la trame urbaine dans la ville bombardée, l'inertie de l'imposition, on est à quelques mètres du centre-ville, l'inertie de l'imposition d'une telle trame est très forte sur la reconstruction. Et je voudrais montrer quelques images qui invitent à anticiper le tournant de la patrimonialisation de la reconstruction en Allemagne de l'Est. C'est d'abord la reconstruction du château de la dynastie de Saxe bombardé en 1945. Au début, pour le régime communiste, c'est quand même désigné comme féodal et représentant des phases de pouvoir avec lesquelles on se dissocie. Et pourtant, en 1979, le château est restauré par le régime communiste. Et restauré à peu près à l'identique, en recréant des métiers de l'artisanat d'art et en recréant des filières pour le stuc, pour les plafonds décorés, pour le bois, pour les différents matériaux, la taille de pierre. Et donc on a un tournant précoce de ce régime vers une patrimonialisation et une historicisation davantage à l'identique de la reconstruction. Même chose pour le Semperoper qui rouvre en 1985 avec une reconstruction à l'identique à laquelle est adjointe une aile technique moderne. Et puis ce tournant post-moderne de l'architecture est-allemande, c'est les années 80, là on est en 82, avec du néo-néo-baroque dans la reconstruction, qui annonce tout à fait le tournant d'après la chute du mur. Et je conclurai rapidement avec ce concours du début des années 80, dans lequel les équipes gagnantes prévoyaient la reconstruction de la Frauenkirche, qui pourtant marquera les années de la réunification. Et là, on a quelque chose qui est un tournant important. La Frauenkirche n'avait pas été totalement dégagée, elle était restée à l'état de ruine, je l'évoquais pour Verdun tout à l'heure, sous forme de mémorial du bombardement, ce qui est autre chose que seulement ne pas la reconstruire en termes mémoriels. Et là, il y avait la prévision de sa reconstruction par le régime communiste à l'identique dès les années 80. C'est ce qui adviendra au moment de la reconstruction et de la réunification. Une réunification, et là encore, autre dissertation sur l'authenticité, sans prétention à faire une définition. Ici, l'authenticité, elle est au miroir d'un tableau du peintre de cour de Saxe, Canaletto, qui a, au XVIIIe siècle, peint cet écrin autour de la Frauenkirche. C'est ce qui inspire cette reconstruction néo-néo-baroque de faire, dans les années 2010, une reconstruction post-post, néo-néo, autour de la Frauenkirche. Là, on a des immeubles 2008, 2009 et 2010. De l'autre côté, c'est jusqu'à aujourd'hui. Et on est dans une reconstruction au miroir de cette vision de Canaletto. C'est ni de l'identique, ni au même endroit, ni les mêmes... Mais la perspective évoque l'authentique. Et c'est une construction qui invite à réfléchir sur l'authentique sans en proposer
Et ma conclusion sur Dresde, c'est son destin funeste au sein de la catégorie du patrimoine mondial. La ville a perdu son statut qu'elle n'avait eu que quelques mois auparavant à cause de la construction de ce pont. Mais là encore, décryptage. La demande, la candidature avait été portée par les opposants au pont. Et donc l'UNESCO a été incapable de désamorcer une polémique déjà existante avant de classer. Et par ailleurs, l'UNESCO a été incapable de caractériser l'authenticité dresdoise, car c'était nécessaire. Et donc Dresde a été classé autant en tant que site naturel harmonieusement humanisé. Et comme définition de l'authenticité d'une ville, c'est peu de mots. Et donc, naturellement, le site naturel défiguré n'était plus harmonieusement humanisé et Dresde a perdu son statut. Mais là encore, invitation à réfléchir sur les procédures d'évaluation de l'UNESCO, incapable de désamorcer les conflits. Oui, non, elles n'évoluent pas beaucoup. J'ai assisté à la plupart de ces réunions et j'ai eu la mauvaise surprise de trouver le texte qu'on allait discuter dans ces réunions déjà posé sur le fauteuil en s'asseyant au début de la réunion. Donc je trouve que cette remise en question des catégories de l'authenticité n'est pas si poussée que ça. Et que toutes les leçons de Dresde n'ont pas été tirées. Avec Dresde troublante aujourd'hui, car ce décor reconstruit sert de décor à des manifestations intolérantes, dérangeantes, et en même temps invite aussi à réfléchir. Mais pourtant, cette société civile, elle incarne quelque chose, mais ce quelque chose est dérangeant, et elle se place dans le cadre de la reconstruction. Et donc Dresde, à mon sens, reste un observatoire très important du rapport entre le cadre reconstruit et la société civile dans des moments de tension, avec par ailleurs cette élite culturelle qui affiche sur les monuments son refus de servir de décor authentique à une authentique xénophobie. Et donc, vous voyez, là encore, on peut tourner Dresde dans beaucoup de sens. En même temps, encore une fois, je tiens à ce petit graffiti que je mets là. Il y a aussi la contre-manifestation est toujours plus grande que la principale. J'aime aussi citer cette xylographie de Sergio Birga qui fait suite à des passionnantes discussions que j'ai eues avec l'artiste, où on revoit tous ces éléments. Et un élément très important, les caves, trouver les vraies caves authentiques de la ville médiévale et 19e siècle, bombardée, trouvée en construisant ces faux pastiches, ou ces vrais pastiches néo-baroques, et ben ces caves n'ont duré que quelques jours, car moi qui croyais qu'on allait les vénérer lorsqu'on les a découverts lors du chantier, elles ont été dégagées en 3 jours pour faire place à du vrai faux qui en pastiche la forme. Et c'est ma conclusion générale, car je crois que j'arrive largement au bout de mon temps. Première leçon, la reconstruction n'a pas été une table rase confiée aux modernes, et tout l'intérêt est de s'intéresser à toutes les phases de négociation, d'accommodement, etc., dans lesquelles suivre les variations sur l'authenticité, l'importance de ces processus décisionnels. Ce que je prône aussi, une histoire longue de la reconstruction. Donc je pense que pour Berlin et pour Dresde, c'est convaincant. Hambourg aussi, j'ai pas eu le temps. Je trouve que peut-être on devrait avoir une vision un peu prolongée aussi pour les analyses de l'urbanisme en France, qui ont une vision trop courte, je trouve, de la phase de reconstruction, et réfléchir en quoi ça nous permet de réinterpréter des tournants dans l'urbanisme en France. Et puis, dernière réflexion sur ce rapport entre patrimonialisation du reconstruit et définition institutionnelle de l'authenticité, et puis jugement esthétiques, moraux, politiques, architecturaux, de processus sur la nature de l'authenticité. J'espère que tous ces éléments sur lesquels j'ai dû malheureusement passer trop rapidement stimuleront les réflexions dans le cadre de ce séminaire.